Alors, bonjour. On reprend les travaux, n'est-ce pas, avec une table ronde qui a comme titre Discours et contre-discours colonial. Et nous aurons la participation du professeur Jean-Marc Mourat de l'Université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, qui va nous parler sur exotisme, lettres francophones et recherche postcoloniale. Et après, Mademoiselle Ninon Chavez de l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Les titres de sa communication est Dogissimi de Paul Lazoumé, Storytelling colonial ou contre-discours. C'est une question. Bon. Alors, à vous, messieurs. Merci. Donc, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette journée, de m'avoir donné ce difficile horaire, puisque vous êtes tous en train de digérer et de somnoler. Donc, je ne sais plus quel humoriste disait que certains hommes parlent en dormant, mais que le conférencier est celui qui parle pendant le sommeil des autres. Mais je vais essayer d'assumer ce rôle difficile. Plus sérieusement, je voudrais remercier Chloé Chaudet qui, comme participante du projet, a bien voulu relire mon texte et me donner quelques conseils pour que je ne sois pas trop excentrique par rapport à celui-ci. Et je voudrais également corriger un peu le titre qui est trop vaste, beaucoup trop vaste. Je parlerai d'exotisme littéraire et de storytelling. Et un peu de critique postcoloniale et de littérature francophone, mais très peu en fait. Pourquoi cela ? Eh bien parce que, et mon propos va être excentrique par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici, il ne s'agit pas pour moi d'opposer fiction littéraire et storytelling, mais plutôt de comprendre comment les deux fonctionnent parfois de manière similaire et même conjointe. Et la littérature exotique des 19e et 20e siècles m'a paru un bon exemple pour ce fait. On peut utiliser à son égard d'ailleurs les termes de l'appel à communication qui a été fait pour cette journée, qui évoque le storytelling comme, je cite, un usage stratégique du récit, et plus loin, cultivant un pouvoir de narration qui s'exercerait directement sur l'imaginaire des individus. Fin de citation. Une bonne partie des lettres exotiques a pour effet, en effet, et conformément à ce qui vient d'être dit, de manière plus ou moins consciente, de faire comprendre et aimer les colonies selon une formule bien connue, c'est-à-dire d'être une narration de la domination et non pas une contre-narration. Et je m'attacherai donc d'abord à définir cet exotisme littéraire et les différentes déterminations narratives qu'il caractérise. J'envisagerai dans un deuxième temps les critiques postcoloniales qu'on a pu lui adresser, avant de m'intéresser à des formes plus récentes qui me paraissent relever également de ce qu'on appelle le storytelling, même si pour moi le concept, même après avoir lu Salmon et après vous avoir entendu, reste flou. D'abord, pour ce qui concerne l'exotisme littéraire, dès mon ouvrage la littérature des lointains, qui était une histoire de l'exotisme européen au XXe siècle, j'avais choisi d'adopter une définition très large de l'exotisme. Pour moi, l'exotisme, c'est la totalité de la dette contractée par l'Europe littéraire à l'égard des autres cultures. Ou, on peut dire ça d'une autre manière, l'usage esthétique de ce qui appartient aux civilisations différentes. Et donc, on peut étudier cet exotisme selon une logique imaginaire propre, qui est en général et en dépit des apparences peu soucieuse des civilisations différentes, sinon pour les ramener à une interrogation centrée sur l'Occident. Ou alors, on peut l'étudier dans son ouverture aux autres civilisations, laissant entendre alors une parole différente, ou faisant le constat de ce que Victor Segalen appelait une irréductibilité éternelle. À partir de cette définition large, on peut considérer qu'une partie de l'exotisme est en fait la partie de la littérature à laquelle nous pensons quand il est question d'exotisme. Une partie de cet exotisme prend les traits d'un storytelling, c'est-à-dire un pouvoir de narration qui favorise des parcours types dans les pays lointains et qui fige les appartenances et les mentalités. En fait, l'exotisme, entendu en ce sens, transforme l'ailleurs en un panorama sans profondeur. Le cas le plus connu, l'un des cas les plus connus de cela, c'est le voyage en Orient, qui est devenu une forme littéraire assez stable au XIXe siècle et qui était défini dès 1985 par Jean-Claude Berchet dans son anthologie du même titre. Et Berchet détaillait les éléments de cette rêverie exotique. Je cite.
Si le voyage en Orient a pris au XIXe siècle ce caractère rituel de célébration collective, c'est qu'il a une valeur initiatique, sociale, affirmer un ordre culturel occidental. S'il a constitué pour le jeune bourgeois de cette époque le rite de passage par excellence, c'est qu'il a permis un retour vers les origines de notre culture, vers ce que Ballanche appelle notre berceau cosmogonique et intellectuel. Fin de citation. Et donc cette écriture vagabonde du voyage en Orient, aux thématiques quasi obligées, à la perspective autobiographique, vaut comme imposition d'un ordre occidental sur une terre étrangère. Comme l'explique Berchet, c'est un Orient qu'on ne semble parler que pour réduire au silence sa réalité vivante, contemporaine, présente. Fin de citation. Et lorsqu'on parcourt l'anthologie de Berchet, lorsqu'on lit les auteurs, on voit que bien peu de ces écrivains ont su s'extraire des préjugés occidentaux, comme en témoignent les thématiques récurrentes, pour ne pas dire obsessionnelles, du voyage en Orient, le tableau des mœurs, des institutions, des races, qui font du vénérable Empire ottoman une mosaïque chatoyante. À ses débuts, la critique postcoloniale ne dira rien d'autre que cette assignation d'un ordre occidental stéréotypé sur la réalité vivante de l'Orient. Et elle en détaillera certains aspects narratifs, rencontrant cette partie des études littéraires comparatistes françaises qu'on appelle l'imagologie. Et l'ouvrage sans doute le plus connu partant de cette critique postcoloniale et lançant d'une certaine manière les études postcoloniales, c'est évidemment l'orientalisme, Orientalism, de Edward Said. Alors plus généralement, l'exotisme européen, et quand je parle d'Europe, ici je parle de l'Europe du colonialisme d'outre-mer, des 19e et 20e siècles, répond à de grandes déterminations qui immobilisent l'autre et l'ailleurs selon des schèmes narratifs et des thématiques types. Évidemment, l'exotisme permet un renouvellement thématique du roman, et le succès d'un Rudyard Kipling dans le domaine britannique ou d'un Pierre Loti dans le domaine français s'explique par cette séduction de récits présentant des paysages, des situations et des personnages étranges et nouveaux. Et c'est en ce sens que Bernard Mouralis parlait de l'exotisme comme d'une contre-littérature. Je le cite, « Le discours exotique apparaît comme un processus qui tente à subvertir l'équilibre initial du champ littéraire. En effet, en introduisant dans celui-ci d'autres paysages, d'autres hommes, d'autres valeurs esthétiques, il ruine en multipliant les points de référence l'ordonnance d'un système littéraire qui se caractériserait justement par une organisation concentrique. » Fin de citation. Certes, mais ce renouvellement thématique, en fait, a des vertus de subversion toutes relatives. D'abord parce que l'histoire des différents empires coloniaux européens va déterminer un type de regard et donc un type de récit exotique sur l'ailleurs. Il donne d'abord une orientation géographique. Par exemple, Loti parle de l'Inde, mais il parle de l'Inde sans les Anglais, dans son titre. Le Hollandais Louis Couperus parle de l'insulinde, c'est-à-dire la partie colonisée par les Néerlandais. Et plus généralement, l'expansion impériale européenne renvoie à de grandes attitudes nationales. Par exemple, au tournant du XIXe siècle, l'Espagne et le Portugal, empires déclinants, déterminent un certain type de regard sur l'ailleurs qui est bien différent et fort peu comparable avec, par exemple, ceux de la France ou de la Grande-Bretagne, qui sont respectivement la deuxième et la première puissance coloniale du monde. Et bien entendu, ces déterminations, ces assignations ne sont pas absolues. L'une des plus belles œuvres exotiques pour cadre le Congo belge, et elle est écrite par un auteur polonais naturalisé anglais, Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness, de Joseph Conrad. Mais ces œuvres exotiques qui échappent aux déterminations thématico-géographiques demeurent des exceptions. Et tout au long du XXe siècle, en fait, on peut reconnaître dans chaque littérature nationale des séries d'œuvres consacrées à tel ou tel empire défunt et qui, d'une certaine façon, reprennent certaines de ces assignations. Par exemple, la veine de l'Indische Belletrie, donc les belles lettres de l'insulinde, consacrée à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie, parcourt toute la littérature exotique hollandaise, de Multatuli au XIXe siècle jusqu'à Springer en 1981 dans un roman qui s'intitule Bougainville. La literature de Raj, donc la partie de la littérature britannique consacrée à l'Empire indien, n'est nullement morte avec l'Empire. Bon, l'auteur le plus célèbre en est évidemment Rudyard Kipling, mais au XXe siècle, les œuvres de Jim Farrell, de Margaret Kay ou de Paul Scott, parues dans les années 80 du XXe siècle, montrent que cette literature de Raj existe encore.
Et on pourrait continuer avec l'Empire portugais et l'Empire espagnol. Bon, je m'arrête là. En tout cas, les orientations thématico-géographiques affirmées au XIXe siècle sont très repérables tout au long de l'exotisme littéraire du XXe siècle. Mais cette littérature exotique ne se résume pas à de plates communautés thématiques et géographiques. Il me semble que les usages de l'ailleurs répondent en fait à trois grands régimes qui s'affirment dès le tournant du XIXe siècle. Et ces régimes vont déterminer des parcours narratifs, des types de personnels du roman et des thèmes assez systématiquement associés à la représentation de tel ou tel espace dit exotique. Et ils constituent en ce sens soit une forme de storytelling avant la lettre, soit assument la fonction d'un storytelling avant la lettre. De ces trois régimes, le premier doit être mis à part parce qu'il se joue au carrefour de la littérature et d'autres arts. Il concerne en fait de grands dynamismes esthétiques qui entraînent un renouvellement de l'art par le recours à des formes venues de civilisations différentes. Au tournant du XIXe siècle, on peut par exemple citer le japonisme et le primitivisme. Bon, ce régime doit être mis à part parce qu'il relève d'abord des arts plastiques. Cela dit, on peut très bien évoquer un japonisme littéraire à propos de Lafcadio Hearn ou du portugais Wenceslao de Moraes, qui sont tous deux passionnés par la culture du Japon au point de lui consacrer une part essentielle de leur œuvre littéraire. Le primitivisme, quant à lui, évidemment, on pense à Gauguin, à Picasso, mais il sera aussi un cheval de bataille des avant-gardes littéraires. On connaît par exemple l'admiration d'André Breton pour les arts d'Afrique et d'Océanie, et sa fascination pour le mythe conçu comme une expression primitive de la pensée. Et donc cette ouverture à des esthétiques très éloignées de l'Europe ne va pas cesser de s'accentuer durant le XXe siècle. L'un des points culminants serait peut-être le musée imaginaire d'un André Malraux, qui constitue une sorte de musée, selon le vœu de Malraux, de toutes les époques de toute la Terre, et qui aurait pour répondant littéraire les anti-mémoires du même Malraux, les anti-mémoires étant un ouvrage autobiographique où la perspective autobiographique se définit par rapport à la rencontre d'autres civilisations et particulièrement d'autres formes d'art, notamment exotiques, rencontrées par Malraux au cours de son existence. Bon, vous voyez, c'est un régime de l'exotisme qui est tout à fait à part parce qu'il est lié, il associe littérature et autres formes d'art. On pourrait très bien évoquer également la musique et la danse ici, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. En revanche, il y a deux régimes pleinement narratifs de l'exotisme qui me semblent déterminer deux poétiques très générales, l'une privilégiant le thème de la conquête du monde lointain, l'autre plutôt inspirée par une nostalgie pour ce monde lointain. Dans le premier cas, l'imagination exotique procède d'une affirmation sur le lointain qui perçoit partout les signes de la plénitude du monde dont elle émane, à l'instar d'un Prospero, donc soumettant l'île de Caliban. Et la forme moderne serait celle du roman d'aventure exotique, où il s'agit de triompher de l'étrangeté lointaine. Au tournant du XIXe siècle, par exemple, une œuvre comme les mines du roi Salomon, King Solomon's Mines, de Henry Rider Haggard, constitue un bel exemple de cette aventure exotique. Dans cet exotisme, les personnages voyagent contre, ils voyagent pour se mesurer au monde lointain et pour en triompher. Un bon exemple de cela est le beau récit de Rudyard Kipling, L'homme qui voulut être roi, The Man Who Would Be King, qui raconte l'accès à la puissance de deux soldats britanniques dans une société exotique reculée située dans l'imaginaire Kafiristan. Et donc la vertu du monde lointain, tel qu'il est représenté, mis en scène ici, réside dans l'épreuve et le destin qu'il permet à un personnage occidental. Et le rapport à l'univers exotique est alors de l'ordre du vertige. Il faut le vaincre, bien lui céder et mourir. Ça, c'est un premier régime de l'exotisme qui, vous voyez, favorise certaines assignations à tous les niveaux du récit. Un autre régime, c'est celui où la rencontre exotique peut être vécue d'une manière proprement nostalgique, sur le mode du départ vers un ailleurs idéal. L'Orient d'un Loti, la Chine d'un Ségalen, l'insulinde d'un Multatuli sont des récits de l'aspiration à un monde plus pur, et il n'est plus alors question d'aventure, de combat ou d'exploration géographique, mais de la recherche d'une vérité intime qui est paradoxalement trouvée dans ce qui apparaissait comme la plus grande extériorité.
La Turquie de Loti, dans Aziyadeh, qui possède, je cite, la séduction infinie de ses centres d'islam, la paix, le mystère et l'immense rêverie, fin de citation, est typique de cette imagination exotique. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres exemples. Le principe, finalement, de cette entrée dans un univers de l'intimité trouvé à l'autre bout du monde est résumé par Ségalen, qui pourtant détestait Loti. Ségalen écrivait ceci: « On fit comme toujours un voyage au loin, de ce qui n'était qu'un voyage au fond de soi. » Fin de citation. Ces deux rêveries exotiques, donc, qui fait l'une faisant du lointain un monde matière, réorganisé et combattu par les figures occidentales, l'autre qu'il transforme en un ultime refuge aux valeurs d'involution maternelle, l'outre-mer se faisant outre-mer, M-E accent grave R-E, répondent à deux grandes poétiques identifiables par une typologie du récit et qui permettent précisément des assignations des cultures et des personnages étrangers. Ces deux régimes, ces trois régimes en fait, avec le régime qui correspond à la littérature et l'art, se sont développés selon des formes variables au XXe siècle, mais le roman colonial de l'entre-deux-guerres relève souvent de l'aventure exotique, alors que l'exotisme de la nostalgie va plutôt se développer, toujours dans l'entre-deux-guerres, à la faveur de ce qu'on a appelé en France les appels de l'Orient, c'est-à-dire le désir de retrouver une origine plus pure, une intimité plus fascinante à l'autre bout du monde, dans un Orient vague, l'Orient qui est par exemple défini dans le Siddhartha de Hermann Hesse, dans le journal d'un voyage d'un philosophe, Reisetagebuch eines Philosophen de Hermann von Keyserling, ou La nuit bengali, Maitreyi de Mircea Eliade. Et donc, vous voyez, ces deux rêveries exotiques, identifiables dès le tournant du XIXe siècle et qui courent au long du XXe siècle, véritablement jouent le rôle d'un storytelling à propos des cultures et des civilisations différentes. Aujourd'hui, me semble-t-il, ni la pure aventure exotique, ni la peinture non critique d'un ailleurs idéal ne sont plus littérairement concevables. Mais il faut bien remarquer que la paralittérature ne cesse d'en développer les stéréotypes. Alors, cet exotisme, donc, vous voyez, fonctionne comme une sorte de storytelling. On comprend pourquoi il a intéressé la critique postcoloniale. Au XXe siècle, cette littérature exotique, elle appartient à l'une des périodes où les changements entre les civilisations comptent parmi les plus rapides et les plus radicaux. Si vous considérez le début et la fin du XXe siècle, nous sommes passés de l'apogée de l'impérialisme colonial européen à une décolonisation quasiment totale, selon une évolution si profonde qu'elle était inimaginable aux contemporains d'un Pierre Loti ou d'un Joseph Conrad. Et donc, à partir de cette décolonisation, de nouveaux thèmes vont s'affirmer, et singulièrement la dénonciation d'une certaine tradition exotique dont je parlais. Un exemple de texte qui est lié à cette dénonciation, Orphée noir, la préface de Jean-Paul Sartre à l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Léopold Sédar Senghor. En 1948, donc, le philosophe décrit à la fois la fin du privilège du regard européen sur l'ailleurs et l'avènement d'une parole noire sur l'Afrique qui s'apprête à succéder au modèle exotique dépassé. Je cite Sartre, « Car le blanc a joui 3000 ans du privilège de voir sans qu'on le voie, il était regard pur, la lumière de ses yeux tirait toute chose de l'ombre natale. » Bon, on pourrait voir là une sorte de définition d'un storytelling exotique avant la lettre. Et Sartre donc amorçait l'analyse du passage d'un exotisme européen, profondément colonial selon lui, à des littératures post-coloniales. Je le cite, « Il n'y a pas si longtemps, la Terre comptait 2 milliards d'habitants, soit 500 millions d'hommes et 1,5 milliard d'indigènes. Les premiers disposaient du verbe, les autres l'empruntaient. » Fin de citation. Et donc Sartre diagnostiquait deux transformations majeures pour les lettres exotiques, l'impossibilité d'une écriture du divertissement cultivé à une époque de décolonisation et la fin d'un exotisme de la révélation au moment où les écrivains des pays exotiques eux-mêmes se chargeaient de prendre la plume et d'évoquer leur culture. Comme on sait, Sartre n'a pas détaillé les formes qui pouvaient naître de ces conditions nouvelles, mais ces faits expliquent pourquoi la littérature exotique est particulièrement intéressante pour nous. Elle se trouve au cœur d'une réorganisation de l'imaginaire européen de l'altérité
qui se produit tout au long du XXe siècle. Alors, deux éléments généraux caractérisent cet exotisme au long du XXe siècle. Je viens de le dire, donc les modifications radicales de l'Europe aux autres cultures. Et le deuxième, c'est l'accélération et la multiplication des voyages. Le premier, donc les modifications radicales des rapports de l'Europe aux autres cultures, constitue l'un des objets de la critique postcoloniale. Le second rejoint, me semble-t-il, l'étude du storytelling. Alors, bon, le premier, la décolonisation, comme je n'ai pas trop de temps, je ne vais pas insister là-dessus, mais la critique postcoloniale va explorer les mutations de l'écriture exotique. C'est par exemple ce que fera Edward Said dans un ouvrage qui a été traduit tardivement en France et qui s'intitule Culture et impérialisme. Et la critique postcoloniale va aussi étudier le dialogue instauré entre la littérature exotique européenne et les littératures venues du Sud, qu'elles soient francophones, anglophones, hispanophones, lusophones ou néerlandophones. Et ce dialogue donc, va se poursuivre jusqu'à nos jours, hein, que l'on songe à un Tar Benjeloun ou à un Amin Malouf qui jouent des stéréotypes, des clichés orientalistes, ou un Patrick Chamoiseau ou un Raphaël Confiant qui établissent des rapports d'ironie avec les stéréotypes de l'exotisme antillais. Et le second thème qui est très important pour l'exotisme, c'est l'accélération et la multiplication des voyages. Ça a été résumé de manière agressive par Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Première phrase de Triste Tropique, « Je hais les voyages et les explorateurs ». Fin de citation. Et l'ethnologue ne faisait précisément cette assertion qu'en raison d'une multiplication des périples qui menaçaient la diversité culturelle du monde. Et beaucoup de voyageurs au XXe siècle vont dénoncer ce que Segalen appelait l'entropie, c'est-à-dire précisément l'effacement de cette diversité exotique. Alors, nombre de critiques, et c'est lié à cet exotisme, voient dans la seconde moitié du XXe siècle la fin, ou plutôt l'agonie du voyage littéraire, puisque désormais le voyage littéraire serait, selon eux, absorbé par les rites collectifs et distraits du tourisme. Pour l'histoire du thème du touriste, je vous renvoie à Jean-Didier Urbain et à son livre sur l'idiot du voyage, qui dit bien, dont le titre est tout à fait parlant. Et je voudrais un peu développer, justement à la faveur de cette thématique du storytelling, les liens entre tourisme et littérature. A priori, il n'y a pas de lien entre tourisme et littérature, sinon sur le mode de l'ironie. Par exemple, un David Lodge dans Paradise News, ou une Jamaica Kincaid dans A Small Place, qui ridiculise le touriste. Mais il me semble qu'on peut parler aujourd'hui d'une réduction touristique du monde et peut-être donc d'un storytelling d'un nouveau genre et qui rencontrerait la littérature. Et cette réduction s'opérerait selon deux grands modes. Le premier, ça serait la muséalisation du monde, et le second, ça serait l'institution des lieux exotiques en paradis atemporel. La muséalisation du monde, bon, c'est assez facile à comprendre. Je vais aller vite là. Un certain discours a appréhendé l'étranger culturel selon un principe muséographique. C'est-à-dire que désormais, il semble que beaucoup de touristes se promènent dans le monde comme s'ils se promenaient dans un musée, en transformant les artefacts et les productions culturelles de toutes les civilisations du monde en des sortes d'objets de musée destinés à la délectation esthétique. Un mouvement qui était perceptible dès la création de l'UNESCO en 1946, avec un élan patrimonial qui est aujourd'hui accompli avec, vous connaissez la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce syndrome patrimonial tend à figer l'étrangeté culturelle, à transformer le monde en un monde muséalisé sans aspérité, dûment inventorié, étiqueté et sécurisé, qui serait mis à la disposition de l'homo touristicus afin de satisfaire sa soif d'exotisme en tout genre, et où l'autre ressemble à l'autre et où nous nous reconnaissons nous-mêmes. Et on trouverait donc ici tous les indices d'une sorte de néocolonialisme d'un nouveau genre, peut-être pourrait-on l'appeler un storytelling patrimonial. Et le tourisme, en tout cas, est directement relié à cette institution du réel. Il suffit de voir à quel point désormais les grands musées du monde sont un argument pour faire un voyage dans tel ou tel pays. Le touriste, maintenant. Qu'est-ce que le touriste ? Le touriste, me semble-t-il, est un voyeur plus qu'un voyageur.
C'est-à-dire qu'il part à la rencontre des clichés typiques qui sont colportés par les livres d'images de son enfance et par les médias de son âge adulte. Et recherchant donc moins une rencontre avec l'étranger que la confrontation à ce qu'on lui a dit de l'étranger lorsqu'il était à la maison. Et donc, au fond, le touriste voyage pour reconnaître les gens et les sites vus dans les magazines, les catalogues ou à la télévision. Il voyage, comme on va au musée, donc, pour reconnaître des œuvres canoniques. Et c'est sans doute pourquoi certains Occidentaux sont si jaloux de l'authenticité supposée de la culture des autres, l'immobilité de l'image de ces cultures est le garant de leur tranquillité d'esprit. Et donc il est impossible, par exemple aujourd'hui, d'envisager les pays du Maghreb sans mentionner la restructuration orientaliste qui a été faite, ou l'archipel des Caraïbes, sans considérer la restructuration touristique, c'est-à-dire l'assignation de ces îles à quelques traits anhistoriques, légendaires, alors que ce sont des espaces vivants. Plusieurs critiques sont intéressés à cela. Un critique américain, Ian Gregory Strachan, a mis en évidence une expérience qui est commune à tous les habitants de ces îles, entre guillemets, de rêve, comme les Bahamas ou les Caraïbes. Leurs rivages sont dominés par les hôtels, les restaurants, les magasins de souvenirs et de cartes postales, les agences de voyage ou de location de véhicules. Et les médias relaient des images idylliques où nous reconnaissons le discours publicitaire. Tout cela est perçu par les deux collectivités, les touristes et les autochtones, comme un mythe. Mais cet imaginaire influe sur la vie des deux collectivités. Il influe sur la vie des Occidentaux parce qu'ils ont une illusion ludique et provisoirement libératrice. Et ils influent sur la vie des autochtones parce que pour eux, c'est un fantasme nécessaire à l'économie, mais un fantasme asservissant. Et dans le discours antillais, Édouard Glissant remarquait combien les symboles culturels de la Martinique, musique, danse, langue créole, cuisine locale, carnaval, ont le pouvoir de développer chez les gens l'idée qu'ils se représentent eux-mêmes, qu'ils choisissent eux-mêmes les termes de leurs différences, alors qu'ils masquent la rapidité et l'efficacité du projet assimilationniste. Bon, alors on pourrait discuter ici de cela, mais je pense qu'il y a là une assignation, pour reprendre un terme qui figurait dans l'appel à la communication, qui est tout à fait patent. Cette mythologie, on peut l'étudier, enfin pour mythologie au sens de Barthes, oui d'ailleurs, il me semble qu'il y aurait un intérêt, mais peut-être l'avez-vous déjà fait, à étudier les relations entre le concept de storytelling et puis celui de mythologie, selon Barthes. Cette mythologie relève aussi du littéraire, car la construction des Caraïbes en merveille paradisiaque est loin d'être la pure invention des agences de voyage. La littérature les a précédés de beaucoup pour ce qui est de la représentation de l'archipel orientée par la métaphore du paradis. Et donc on pourrait, naguère un critique spécialiste des Caraïbes, Régis Antoine, l'a tenté, il l'a esquissé, on pourrait tenter une généalogie de ces mythes et voir comment, en fait, cette institution d'espace vivant en paradis atemporel relève d'une tradition bien particulière, celle des îles Fortunées, et qui remonte à l'Atlantide et aux Libertés imaginées d'Anselme de Canterbury. Bien. On peut faire ce travail. On peut également faire un travail d'histoire littéraire sur ce mythe où on étudie la manière dont les auteurs contemporains contestent ce mythe, l'exposent et le contestent. L'une des meilleures expositions contestatrices de ce point de vue-là est le début de Cahiers de retour au pays natal d'Aimé Césaire, où la Martinique n'est plus du tout l'île fortunée et paradisiaque qui est décrite dans les œuvres exotiques, mais au contraire une ville malade qui livre une image absolument sordide. Et dans les deux cas, donc travail généalogique ou examen d'une littérature anti-exotique, il s'agit de mettre en évidence une entreprise littéraire et touristique confortant ou combattant la structuration commerciale d'un territoire. Peut-être que pourrait-on dire que le storytelling a trait plutôt à la structuration politique des territoires. Ici, le discours touristico-littéraire conforterait ou combattrait plutôt une structuration commerciale qui désormais est à l'échelle du monde. Voilà, pour conclure, donc, ces considérations sur les différents régimes de l'exotisme, les transformations des lettres exotiques et les rencontres entre littérature et restructuration touristique
donc, me semble-t-il, entre littérature et storytelling, répondent à une vision pessimiste de la littérature de l'autre et de l'ailleurs. J'envisage donc cette littérature exotique comme un usage stratégique du récit, plus ou moins conscient, assignant à la représentation des pays lointains des thèmes, des figures, des symboles et des parcours narratifs figés, parfois directement inspirés par le colonialisme. Je voudrais pour finir donc nuancer ce constat. Nombre d'œuvres exotiques, au sens général du terme, que j'ai avancé au début de cette communication, échappent à la réduction touristique du monde, de Lawrence Durrell à J.M.J. Le Clésio, de Bruce Chatwin à Nicolas Bouvier, s'élaborent parfois des récits exotiques où le voyage retrouve une puissance d'exploration et de déstabilisation. Et donc, même dans un monde post-colonial, sillonné en tous sens par l'idiot du voyage, l'exotisme n'est nullement une inspiration passéiste. À l'encontre des discours dominants, donc, certains écrivains réaffirment la capacité de critique et de fascination de ce qu'on appelait naguère l'étrange étranger et développent des contre-narrations voyageuses, donc, insistant sur l'irréductible singularité de chaque culture extra-occidentale. Donc il y aurait là peut-être à penser un nouvel ordre contre-narratif, mais je n'ai pas le temps de poser ne serait-ce que les linéaments de cette recherche ici, et donc je m'arrête ici. Merci. Merci. Alors, on peut attendre à la suite de vos réflexions dans des publications, des articles ou des livres, n'est-ce pas? Absolument. Il faudra attendre alors. Alors, je passe la parole à Madame Ninon Chavos, qui va parler sur Dogimissimi de Paul Azoumé. Bien. Alors, je remercie déjà vivement les organisateurs du colloque de m'accueillir ici avec Paul Azoumé. Et je m'excuse aussi par avance parce que je suis un peu enrouée. J'espère que ça n'aura pas trop de désagréments acoustiques pour vous. Comme il paraît que c'est de bonne politique, j'aurais aimé commencer cette communication consacrée donc à l'œuvre du Dahoméen, on dirait aujourd'hui béninois Paul Azoumé, par une petite histoire exemplaire que nous raconte Marguerite Duras dans Le Marin de Gibraltar. Je vous la livre. Il y avait à ce dîner un 4e convive, un instituteur noir de l'école de garçons de Cotonou, l'auteur en langue française d'un ouvrage de 600 pages édité par le service de propagande du ministère des colonies. Il fut beaucoup question de domicigi pendant le dîner. D'autant plus que, comme tous les rédacteurs du ministère des colonies, j'avais eu entre les mains cet ouvrage si probant des bienfaits du colonialisme, du moment qu'il était écrit en français par un sujet noir. Je félicitai chaleureusement l'auteur de l'avoir écrit. J'évitai, bien entendu, de lui avouer que je n'en avais pas lu le premier mot. Ce passage béninois de Marguerite Duras me semble constituer à bien des égards un point d'entrée intéressant dans le roman, et plus encore dans la réception qui lui est réservée dans le champ littéraire français. Ce que j'aimerais montrer ici, en effet, avec le cas particulier de Dogissimi, c'est la façon dont l'orchestration de la réception d'une œuvre, la définition de son horizon d'attente, peuvent constituer un récit à part entière, susceptible d'entraver l'accès à l'œuvre en tant que telle. Or, dans le texte de Duras, le premier exemple de l'exemplier pour ceux qui l'ont lu, l'œuvre est proprement éclipsée par la figure envahissante de son auteur, introduit comme le représentant parfait d'une assimilation réussie. De la constellation complexe que devraient former l'œuvre et son auteur, on ne retient en somme qu'un convive, qui plus est cantonné, dans les pages qui suivent, à une plage d'ennui. En somme, la perception de Paul Azoumé, tel qu'il est ici sommairement dépeint, se résume à une success story du type de celle que le storytelling privilégie dans les objectifs managériaux. Ce pourrait être une historiette exemplaire, brandie comme un encouragement et un élément fédérateur du groupe. On voit dès lors comment l'empire colonial peut se transformer en véritable entreprise, dont il s'agirait de rassembler les membres autour d'un même discours consenti et autour de figures exemplaires. La relecture de l'histoire coloniale à travers le storytelling me semble à ce titre trouver un appui possible dans les dernières phrases de l'introduction du livre de Christian Salmon, que nous avons déjà cité ce matin. L'Empire a confisqué le récit, c'est cet incroyable hold-up de l'imaginaire que raconte ce livre. Si la notion d'empire chez Christian Salmon ne désigne pas du tout la construction politique, administrative et culturelle que représente à l'époque de Paul Azoumé l'espace colonial francophone, il n'en demeure pas moins pertinent dans son cas d'évoquer une confiscation du récit, dont on verra que la manifestation est visible, notamment dans le paratexte que constituent les préfaces.
De fait, cet investissement narratif de la figure de l'auteur, dont le texte de Duras se fait à mon sens l'écho, conduit presque naturellement à une minoration de la complexité de l'œuvre littéraire qui lui est associée. Les symptômes de cette mise à l'écart de l'œuvre, occultée par la construction allographe de la figure octoriale, sont évidents dans le texte de Duras. Elle se traduit d'abord par une déformation du nom du roman, qui est aussi au passage celui du personnage éponyme. De Ghisini, dont le nom donné par l'époux signifie ironiquement « distinguez-moi », en d'autres termes « regardez-moi, ne passez pas outre », se transforme en effet sous la plume de Duras en Domisigui, par une permutation des syllabes. Alors bien sûr, on pourrait se prêter au jeu et gloser sur une signification qu'il appartiendrait de prêter à cette déformation, y voir un lapsus ou un glissement significatif, presque une note de lecture. Dans ce titre imposé de Domisigui, on pourrait par exemple s'amuser à voir la racine latine du domus, de la maison, à laquelle le régionalisme que revendique l'auteur entendrait rendre hommage, ou encore, toujours dans une connotation très gréco-romaine, qui a d'ailleurs pu constituer un autre angle d'approche du roman, de façon amusante, une référence peut-être à la ciguë. Il est vrai que la question de l'empoisonnement et du suicide sont omniprésentes dans le roman. Pourtant, il semble malheureusement que pousser jusque-là l'analyse du lapsus durassien relève de la surinterprétation et conduise à une réhabilitation de l'œuvre dont l'anecdote, strictement biographique, n'est absolument pas porteuse. Si le nom est déformé, c'est simplement parce qu'il n'a aucune importance, ne fait référence à rien. Comme le soulignait Madeleine Borgomano, Duras, pas plus que son personnage, n'a connaissance de l'ouvrage, dont le contenu se trouve d'ailleurs balayé au détour d'une incise. Cet ouvrage, si probant des bienfaits du colonialisme, du moment, l'expression de la condition me semble ici particulièrement importante, du moment qu'il est écrit en français par un sujet noir. La seule qualité reconnue à l'ouvrage en question est donc bien l'identité de son auteur, sujet exemplaire, et la qualité de sa langue, quand bien même celle-ci sera, dans les passages suivants, moquée pour sa préciosité. Pire encore, l'œuvre fait même l'objet d'une condamnation implicite, en tant qu'elle est ramenée au statut de manifeste politique, voire de texte de propagande orchestré par les autorités. Or, il me semble, et c'est la thèse que je voudrais essayer d'exposer ici, que la lecture attentive du roman de Paul Azoumé, qui au passage est publié par la maison d'édition La Rose et non par un quelconque organe ministériel, conduit à nuancer cette vision imposée par un storytelling centré autour de la figure de l'auteur. Bien plus, il me semble qu'il appartient de recentrer notre vision de l'œuvre autour de la figure, peut-être, je ne sais pas, intersectionnelle de Ghisini, de la distinguer, comme y appelle son nom, c'est-à-dire à la fois de la voir au-delà du masque de son auteur et de reconnaître son caractère saillant. J'aimerais donc dans un premier temps revenir sur les modalités du storytelling impérial, dont j'ai dit qu'il apparaissait ici centré sur la figure de l'auteur et sur ce qu'on pourrait appeler une success story coloniale. Ce prisme, à travers lequel est souvent abordée l'œuvre, et dont témoigne exemplairement le texte de Duras, résulte d'un dispositif institutionnel dont on perçoit clairement la mise en place dans les préfaces qui sont données au roman. Dans la réédition de 1978, le texte se présente en effet paré de 3 avant-textes qui viennent en définir très clairement les modalités de réception. Parmi ces 3 textes, celui de l'auteur, intitulé « Avertissement », est le plus court. Il fait à peine plus d'1 page et il est lui-même précédé par 2 préfaces, un texte de Georges Hardy, qui a été directeur honoraire de l'école coloniale, et une préface à la nouvelle édition, signée par Robert Cornevin, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer et ancien administrateur de la colonie du Dahomey. On trouve ainsi d'emblée, dans la titulature même des préfaciers, la marque de cette patte coloniale qui constitue l'un des principaux griefs qui ont entravé la lecture de Ghisini. Or, si l'on se penche d'un peu plus près sur le contenu de ces préfaces, on constate qu'elles visent avant tout à construire la figure de l'auteur, mieux encore à orchestrer le récit de cette success story dont je vous parlais. Ainsi, Robert Cornevin propose une biographie chronologique de Paul Azoumé, en soulignant à la fois, d'une part, ses origines authentiques, puisqu'il évoque les fonctions des membres de la famille Azoumé à la cour du roi Tofa de Porto Novo, et ses réussites professionnelles dans un cadre européen. La construction de la figure de l'auteur est cependant encore plus frappante chez Georges Hardy. Je vous ai mis l'extrait. Paul Azoumé, mon ami Paul Azoumé, car nous sommes de vieilles connaissances, offre à cet égard un curieux mélange de modernisation européenne et de traditionnalisme africain.
Si son teint ne trahissait son origine, vous le prendriez pour un Français de France. Tout, dans sa façon libre et gaie de s'exprimer, dans son allure courtoise, dans ses gestes aisés et mesurés, dans l'aimable ardeur qui émane de sa personne et d'un homme de chez nous. La figure de l'auteur, ramenée à l'anecdotique de la conversation et de l'amitié partagée, devient ainsi le récit dominant, assimilable peut-être à ces histoires de machines à café dont Christian Salmon fait un des ressorts du storytelling. On assiste bien à une familiarisation de l'œuvre littéraire, ramenée à un rapport de pure convivialité. En vertu d'un mécanisme un peu similaire à celui que décrit Christian Salmon, il s'agit de créer une relation dont le préfacier se fait l'initiateur et le modèle. Alors ces préfaces allographes signées par les représentants de l'ordre colonial contribuent donc à construire le récit exemplaire d'un auteur modèle. Représentant parfait du succès de l'assimilation, il est couronné par l'institution qui le couvre de prix, autant de signes de reconnaissance, de logos, si l'on veut reprendre une analyse publicitaire. Azoumé est ainsi récompensé successivement par le prix du gouverneur général de l'Afrique occidentale pour un premier ouvrage, Le Pacte de sang, puis par le prix de la littérature coloniale, le prix Patria Scientis en 1938, puis en 1939 par un prix de langue française. Les préfaces se font bien sûr l'écho de ces succès, dont l'énumération occupe autant, si ce n'est plus de place, qu'un résumé de l'intrigue ou qu'une analyse. Enfin, cette construction de la figure de l'auteur apparaît de façon encore plus vivace, il me semble, si l'on consulte les correspondances échangées entre Paul Azoumé et son mentor principal, le révérend père Aupier. L'introduction de l'auteur dans le champ éditorial français se traduit en effet immédiatement par une construction du récit entourant la vie de l'auteur. Voici par exemple ce qu'on lit dans une lettre du 3 février 1931. « Mon cher Paul, j'ai une grave parole à te dire. Tu vas donc venir en France, où tu te feras sans doute de nombreux amis, où tu auras l'occasion d'aller prier dans des sanctuaires célèbres, comme Lourdes, Lisieux, etc. Il n'est pas possible qu'il existe une ombre à la réputation que tu vas acquérir en France. Il est absolument impossible que tu ne communies pas dans les lieux de pèlerinage dont je te parle plus haut. Il y a un mot qui ne doit pas être prononcé à ton sujet par les journaux, c'est celui de polygame, qui résonne très fâcheusement en France et qui est pour le public européen incompatible avec les mots civilisés et chrétiens. À travers la correspondance, axée ici sur la question des mœurs et de la polygamie, on assiste à la construction d'un récit, à son étayage en quelque sorte, aboutissant à la production finale du parfait assimilé dont les préfaces feront leur principal objet. Or, cet investissement de la figure de l'auteur, et ce sera le second temps de ma réflexion, va de pair avec une réduction de l'œuvre, qui non seulement est poussée à la marge par l'importance accordée à ses aspects strictement biographiques, mais se voit également interdire l'accès au champ littéraire. Le deuxième aspect saillant de la préface de Georges Hardy réside en effet dans le refus fermement affirmé de considérer l'œuvre comme un roman. Je vous en livre un second passage, qui est toujours dans l'exemplier. La forme romancée qu'il a cru bon d'adopter n'est qu'une apparence. C'est bel et bien de l'histoire qu'il nous rapporte, exacte, parfaitement objective, et de l'histoire psychologique, la seule qui compte vraiment. Voilà donc dans quel esprit il convient d'accueillir et de lire ce livre. Qu'on se garde d'y voir un roman colonial. Il n'invente rien. Il veut nous montrer, en fin de compte, comment des groupements humains peuvent s'accorder sans se ressembler point par point. L'analyse, qui est ici donnée du texte, à l'avant-dernier paragraphe de la préface, construit de façon assez autoritaire un horizon de réception, dont la rigidité est renforcée, vous le voyez, par l'usage des connecteurs logiques, voilà donc, et par le recours à l'impératif. La préface invite ainsi clairement à refuser à l'œuvre un statut de texte romanesque qui apparaît presque comme une tare. Dès lors, il s'agit de cantonner l'écrit au statut de documentaire, de témoignage ethnographique ou, pour citer encore la préface, d'intelligents reportages. Ce refus de reconnaître des œuvres comme Dogissimi comme faisant partie du champ littéraire francophone a été déjà relevé et analysé par la critique. En refusant à ces auteurs l'accession à la littérature, en les cantonnant au domaine strictement balisé de la science, il s'agirait de les maintenir dans une position subalterne, dans une sous-culture spécifique dépourvue de littérature et imperméable surtout au genre du roman. Ainsi, selon Bernard Moralis, reconnaître la capacité des auteurs colonisés à écrire des romans reviendrait à consommer l'échec de la cité coloniale et de la mission de normalisation du colonisé par le colonisateur. Il me semble qu'on peut également lire ce refus, avec des conséquences assez similaires,
en le considérant à travers le prisme que nous offre le storytelling. Refuser à l'œuvre de Paul Azoumé le statut de roman revient en effet à le priver de la complexité, de la polyphonie de la forme romanesque, et à le cantonner peut-être à l'énoncé d'un récit simple, linéaire, et peut-être ancré dans la réalité. Pour paraphraser la citation de Christian Salmon que je citais tout à l'heure, on pourrait dire que l'Empire, conçu cette fois comme l'Empire colonial, opère un hold-up sur le roman, au profit de la science ou d'un type spécifique de récit. Voyons en effet comment le projet romanesque est traité dans les correspondances, toujours avec le révérend père Aupier. Tu as raison de travailler à ton roman, auquel je pense souvent, quand j'enseigne l'histoire romaine à mes élèves. Car les Dahoméens auraient mérité d'avoir un Romulus, comme les habitants de Rome, ou un Clovis, comme les Francs. La création romanesque est ici reconnue et elle est envisagée à travers un double prisme, celui de la construction scolaire, didactique, et le recours au mythe, dont l'ouvrage de Salmon souligne bien le rôle fondateur dans la construction d'un nouvel ordre narratif. Il ne s'agit pas tant ici pour le révérend père Aupier de fonder un roman historique qui reposerait sur la rigueur de l'information, mais plutôt de bâtir un mythe, et plus encore, un mythe national fondateur. Par conséquent, si roman il y a, ce serait un roman national, centré sur une figure royale, vraisemblablement masculine, et en tout cas clairement identifiable. Or, est-ce bien là ce que fait Paul Azoumé ? L'œuvre massive qu'il propose avec les 500 pages de De Guissimi offre-t-elle ce roman national, ce mythe incarné que le père Aupier sollicitait de ses vœux ? Peut-on parler, pour un texte d'une telle dimension, d'un récit, d'un storytelling colonial qui viendrait compléter celui que l'avant-texte construit autour de la figure de l'auteur ? L'objectif de cette communication est de montrer comment, au-delà du discours dominant, du discours toujours résolument affirmatif de la préface, pour citer Henri Mitterrand, se dessine une ambition autre, bien plus complexe, plus profonde que la logique linéaire du récit. Prenons donc au sérieux, distinguons enfin la figure de De Guissimi et le texte à travers lequel elle se construit. Qui est De Guissimi ? On commencera sa présentation par dire ce qu'elle n'est pas, en l'opposant à deux autres figures féminines, à deux pôles entre lesquels il me semble De Guissimi peut être placé de façon assez heuristique. Le premier d'entre ces pôles est constitué par une autre figure sur laquelle se penche Paul Azoumé avant de publier De Guissimi. Il s'agit de l'Amazone Tata Adjacé, à laquelle l'auteur consacre un article dans la Renaissance africaine en 1925. Il entend dans ce texte rendre compte de la destinée d'une figure historique, à partir d'un témoignage qu'il aurait recueilli quelques années plus tôt. Devenu Amazone, après avoir été capturé et mis en esclavage dans son enfance, ce personnage est remarqué par le roi en raison de sa pugnacité et de sa force, notamment lors d'un épisode particulièrement marquant où elle tue un ennemi en lui ouvrant le ventre avec sa houe. Violant la règle de chasteté imposée aux guerrières, l'Amazone devient dès lors la maîtresse du roi, ce qui conduit à de sévères punitions jusqu'à ce que le monarque la sauve en lui rendant un hommage transcrit à même les murs du palais par la technique caractéristique du royaume d'Abomey, des bas-reliefs symboliques. J'en ai reproduit un exemple dans le papier que je vous ai distribué pour ceux qui l'ont. Si l'on reprend les termes de Christian Salmon, qui sont, il me semble, particulièrement éclairants pour comprendre cette forme artistique qui passe par l'imbrication du symbole et du récit, on pourrait dire que l'Amazone féroce, porteuse de sa houe, devient un logo sur les murs du palais. Un logo nécessairement porté par un récit qui est connu de tous. De cette première figure féminine, il me semble que nous pouvons donc tirer plusieurs caractéristiques. Tout d'abord son caractère historique, puisque le récit se fonde sur l'obtention d'un témoignage. D'autre part sa force, qui fait qu'elle s'excipe partiellement de son statut de dominée. Enfin son accession au rang de récit, voire de symbole, dans le cadre d'un art royal. À l'exact opposé, à la même date, en 1925, on trouve une autre figure féminine remarquable dans un livre couronné, un peu comme De Guissimi, du Grand Prix de la littérature coloniale. Mambou et son amour, de Louis Charbonneau. Il s'agit cette fois du récit, présenté sur la page de couverture comme un roman, de l'amour entre un Européen, plus ou moins assimilé à l'auteur, et une jeune femme africaine, Mambou, parée de toutes les qualités propres à en faire l'épouse idéale. Le roman explore dès lors le processus de civilisation de Mambou jusqu'à sa mort, qui scelle à la fois l'abandon de l'homme aimé et l'impossibilité de l'assimilation. Les caractéristiques sont donc ici toutes différentes. On a une figure qui, en dépit de protestations de sincérité, s'inscrit dans un ouvrage rattaché formellement au genre du roman. Une figure mobile, faisant office de lien entre les peuples, une figure
fidèle et cependant condamnée, un peu à la façon d'une héroïne, si vous voulez. On pourrait ainsi opposer clairement, dans ces deux textes contemporains, deux figures de la femme. Si dans les deux cas, la figure féminine est soumise, bien entendu, à une domination, que ce soit celle du roi ou celle du blanc, l'une est une guerrière historique, placée sous le signe de la résistance et du triomphe de la royauté locale, l'autre est une belle amoureuse délaissée, prête à tenter l'assimilation et à mourir d'amour. On aurait donc, si vous voulez, une héroïne et une héroïde. Il nous semble que placer Dogissimi dans cette constellation peut nous aider à la comprendre et à cerner les ambiguïtés de ce personnage, à la fois très clairement cantonné à une position de dominée et exalté comme un exemple héroïque, à la fois amoureuse et rebelle, à la fois auteur d'un discours de légitimation et plus encore de convocation de la colonisation, qu'elle appelle quand même de ses vœux, et incarnation d'une éthique locale. Je repose donc la question, qui est Dogissimi ? Existe-t-il un logo Dogissimi que Paul Azoumé se serait employé à créer ? Pour un résumé succinct et linéaire de l'œuvre, on peut se reporter aux quelques lignes que Jean Cornevin consacre dans sa préface à l'intrigue du roman. Dogissimi est l'épouse amoureuse du prince Toffa, qui va faire campagne contre les Maïs. La campagne tourne mal et on ne sait si Toffa est mort ou prisonnier. Un rival essaie de combler cette absence, mais Dogissimi résiste. Et quand une campagne, victorieuse cette fois contre les Maïnous, vient apprendre l'assassinat de son bien-aimé Toffa, Dogissimi décide de mourir. Malgré les efforts du prince rival, elle est enterrée vivante, donnant l'exemple de la fidélité et du grand amour. Alors c'est effectivement le contenu, la ligne directrice du récit considérée d'un point de vue strictement linéaire et actentiel. On peut cependant aller plus loin, et il me semble que pour comprendre la figure de Dogissimi, il faut précisément aller chercher ce que Cornevin ne dit pas, ce qui se cache dans les creux du texte et qui distingue si nettement notre héroïne des figures antérieures de Mambou et de l'Amazone. Dogissimi n'apparaît dans le roman qu'au second chapitre, après la mise en place d'un cadre à la fois historique et politique de l'intrigue. Elle apparaît donc non seulement après les hommes, engagés dans la discussion lors du Conseil du roi, mais aussi après les reines, qui usent de leur influence pour peser sur les décisions. Plus encore, sa présentation en fait aussitôt un personnage humble, de dominée, entièrement soumise aux volontés de son seigneur et maître, le prince Toffa. Voici le portrait qui nous est donné. Elle était de haute taille et assez corpulente. Son teint tirait sur le jaune de calebasse. Un pagne de velours rosé lui couvrait les seins sans en sceller toutefois l'exubérant développement qui indiquait son origine plébéienne, ce qui contrastait quelque peu avec la noblesse de ses gestes et de ses sentiments. Venue de l'autre côté des marais à Agbomé en compagnie d'autres jeunes filles recrutées pour le palais, elle fut distinguée il y a deux saisons sèches, dans un lot où Toffa choisit une épouse, sur l'ordre du roi Guézo, la veille de la grande fête des ancêtres. De multiples indices contribuent dans ce texte à caractériser Dogissimi comme une figure de dominée. Elle est à la fois femme, réduite par le discours même de son époux au rang méprisable d'être à 7 paires de côtes. Elle est également plébéienne, arrachée avec d'autres jeunes filles à son village pour les plaisirs des rois, et renommée par son époux à la suite de son mariage. Plus encore, elle n'a pas d'enfant, et n'accède donc pas dans la société dahoméenne au rang plus élevé de mère. Elle ne dispose pas non plus, comme l'Amazone, d'un statut guerrier qui l'insère dans l'institution. À plusieurs reprises dans le roman, son statut de subalterne est ainsi rappelé, notamment par des métaphores animales, qui, dans la bouche de Toffa, comme dans celle des autres femmes, voire dans celle de Dogissimi elle-même, lui refusent en quelque sorte l'accès à l'humanité. Cet aspect du personnage, largement éludé dans le résumé de Jean Cornevin, et dans d'autres synthèses, où Dogissimi est présentée sans plus de précision comme une princesse, est confirmé tout au long du roman, notamment dans les chapitres centraux, marqués par son accusation, le procès d'une immense violence qui lui est intentée, son identification comme bouc émissaire et son emprisonnement. En dépit, ou peut-être à cause de ce portrait en subalterne, Dogissimi est placée d'emblée sous le signe de la parole, et c'est aussi une caractéristique qu'elle conserve véritablement tout au long du roman. Or, ce trait me semble particulièrement remarquable, et je pense qu'il permet de livrer de l'intrigue une toute autre version que celle que propose Jean Cornevin. Dès son apparition, Dogissimi est une figure qui parle, qui insiste pour parler, quand bien même sa parole ne vise d'abord, en apparence, qu'à confirmer sa soumission. Dogissimi est donc celle qui parle, avant même d'être identifiée par le lecteur, avant même d'être nommée, dès les premières phrases du second chapitre. Je vous cite à nouveau ce passage. « Mon maître ne fait que soupirer depuis son retour du palais. Qu'est-il donc arrivé à monseigneur? Une indisposition ou a-t-il mal? Il a peut-être eu des ennuis à la cour.
Un courtisan aurait-il cherché à le discréditer dans l'estime du roi? Qu'il daigne me le dire. Il y a quelques instants seulement, je me réjouissais à la pensée que le retour de mon Seigneur n'allait pas tarder, et que nous passerions bientôt des moments heureux, comme la nuit dernière. Je me promettais, avant de nous abandonner au sommeil, je lui dirais une chanson en réponse à la sienne d'hier. Je veux l'étonner. Mon maître et Seigneur m'écoute-t-il? Non seulement donc de Ghisimi parle, mais elle appelle à la parole et à l'écoute. Et toute son histoire pourrait en réalité être placée sous le signe de cette parole persistante. Ce n'est pas pour rien que la chanson écrite par Topha pour son épouse favorite se clôt sur les vers suivants, tel l'océan dont l'inextinguible mugissement domine le murmure de toutes les autres eaux, de Ghisimi, toi seul, à la voix dans ma demeure. Le roman de Ghisimi, débuté au 2e chapitre, commence en effet par la dispute qui l'oppose à Topha, au sujet précisément de l'indignité des femmes. Elle le défie, elle le contredit, et les deux époux se séparent brouillés pour ne jamais se revoir donc. Au chapitre suivant, lorsque la troupe rentre, sans Topha, fait prisonnier, c'est de nouveau par la parole que de Ghisimi se distingue, en accusant publiquement le roi d'avoir voulu se défaire des princes et en attirant par sa verve et son courage l'attention et plus tard l'amour de l'héritier du trône, Vidao. Quelques pages plus loin, elle prend de nouveau la parole en public en refusant la justification royale des sacrifices humains qu'elle condamne dans une nouvelle tirade blasphématoire qui va finir par conduire à sa perte. C'est encore par une prise de parole qu'elle éconduit le prince, et c'est enfin en chantant le deuil de son époux qu'elle demande à se faire enterrer vivante. Les modalités de sa prise de parole sont donc variées. Elle argumente, elle accuse, elle prédit, elle chante, elle se lamente. On pourrait presque dire que l'un des enjeux de ce texte réside dans sa capacité à faire entendre la voix de Ghisimi, qui fonctionne à plusieurs reprises comme contre-discours, comme irruption au sein d'un discours de domination, comme parole d'opposition. Or, il y a deux caractéristiques qui me semblent dignes d'être remarquées dans cette parole. Deux caractéristiques dont le récit linéaire, une fois de plus, échoue à rendre compte. La première réside dans le caractère absolument fictionnel de cette parole et de Ghisimi elle-même. Contrairement à l'Amazone du premier récit historique, Ghisimi ne prend racine dans aucun personnage historique, sa chair est de fiction, comme le souligne le résumé de l'intrigue proposé en épilogue, où chaque rebondissement est annoncé, rappelé par l'auteur, par la structure anaphorique « j'ai imaginé ». Il me semble à ce titre que cet épilogue de Paul Azoumé constitue le meilleur pendant, la meilleure réponse au refus de la forme romanesque qu'on a vu dans les préfaces. Il fonctionne à bien des égards comme un véritable manifeste fictionnel. Et on notera au passage que ce texte, qui assume une fonction à la fois résomptive et paradoxalement un peu polémique, met bel et bien l'accent sur la parole. Ghisimi, ton héroïsme dit, comme tant d'autres qui foisonnent au Dahomey, les belles qualités de cette race, j'ai imaginé que tu avais éloquemment défendu ton sexe. L'histoire de Ghisimi est donc l'histoire d'une parole. Et j'aimerais à ce titre m'arrêter, ce sera mon dernier point, sur cette première phrase de l'épilogue et sur l'usage du verbe « dire » qui me semble ici particulièrement significatif. Bien que revendiqué comme largement fictif, l'héroïsme de Ghisimi, en effet, ne raconte pas. Il se contente de dire. Et il me semble qu'au regard des instruments par lesquels nous avons choisi ici d'aborder ce texte, cette distinction est hautement signifiante. L'histoire de Ghisimi, en effet, n'est pas un simple récit, encore moins un roman national ou une mythologie. Bien plus, elle suit la trajectoire d'une parole, variée, évolutive, une parole prêtée à une figure de subalterne à laquelle l'auteur semble parfois s'identifier. Bien plus que d'un récit, il s'agit alors d'une récitation, au sens où Christian Salmon, quand il mène une réflexion sur les discours politiques, oppose les deux notions. Loin de produire une histoire susceptible de fédérer l'Empire, Paul Azoumé donne voix, pour le pire ou pour le meilleur, à une litanie. La parole, porteuse de deuil, d'espoir ou de révolte, prédisant, maudissant, suppliant ou chantant, est ainsi, à mon sens, ce qui fait véritablement éclater la structure linéaire du récit, ce qui lui donne son sens et qui empêche de ne le lire que comme une solution de continuité. On assiste ainsi à la mise en place d'une parole qui creuse le récit, enterré vivant, en même temps que son personnage. En conclusion, on peut ainsi reposer pour la dernière fois la question « Qui est Ghisimi ?» Elle n'est pas, comme Mambou, la faible et innocente victime d'une tentative d'assimilation, dont la vie pourrait se résumer à la trajectoire linéaire d'un abandon. Elle n'est pas non plus, comme l'Amazone, un symbole porteur d'une histoire, un logo à partir duquel se déploie le récit connu. Bien plus, Ghisimi est parole,
volume et profondeur de la parole, refusant autant la plaque tombale de Mambu que le bas-relief commémoratif des exploits de l'Amazone. Elle est celle qui, au-delà de l'horizon du récit, arpente le tombeau en récitant. Quelles que soient les ambiguïtés de la figure de l'assimilé, construite autour du nom de Paul Azoumé, il me semble donc aujourd'hui que nous pouvons nous réapproprier à contrario la phrase du préfacier. Gardons-nous de voir dans cette somme un simple roman colonial. Lisons-y plutôt la pluralité d'un discours, l'obstination d'une récitation, et prenons surtout le temps de distinguer. Je vous remercie. Merci, c'est tellement passionnant que j'ai tout de suite envie d'acheter ces livres pour le connaître. Je me demande comment, je ne les connais pas encore. Hein. Bon, alors on va passer aux questions, aux commentaires. Je commencerai par un commentaire concernant la question de l'exotisme. Je viens d'un pays marqué très souvent par l'exotisme, marqué par le regard exotique des étrangers. Je suis brésilienne, comme ma collègue Vanessa qui est là. Et très souvent, quand on voit des films, quand on lit des livres, on voit très souvent une image donc stéréotypée, une image cliché du Brésil. Et l'exotisme est très souvent aussi produit par les Brésiliens eux-mêmes. C'est dommage, mais ça arrive, n'est-ce pas? C'est l'image que le Brésil, que les Brésiliens vendent d'eux-mêmes, de nous-mêmes. Alors, cette question de l'exotisme, bien sûr qu'elle est réductrice. C'est un sujet passionnant, c'est-à-dire très productif. Vos recherches nous le prouvent, n'est-ce pas? Mais on voit que c'est vraiment, disons, l'incapacité à concevoir l'identité comme un devenir, comme une construction permanente, comme vraiment quelque chose d'inachevé. Quand on pense à un Brésil, à un peuple, à une communauté comme quelque chose de stéréotypé, on nie à ce pays, à ce peuple, justement la capacité de la métamorphose et la pluralité, parce qu'on n'est jamais singulier, on est toujours pluriel. Et vous avez cité, n'est-ce pas, un ouvrage, je crois que je n'ai pas écrit ici, un livre qui parle sur le tourisme, n'est-ce pas, le nouveau tourisme. Voilà, voilà. Et j'ai pensé à celui de Marc Auger, L'impossible voyage, qui valorise le même aspect. Le touriste d'aujourd'hui est quelqu'un qui part, mais il ne veut pas partir parce qu'il veut reconnaître ailleurs ce qu'il connaissait déjà chez lui à travers la média, à travers l'Internet. Et donc, le touriste n'est pas toujours ou est très rarement disponible à la découverte de l'autre. Et découvrir l'autre, c'est aussi reconnaître son droit à l'opacité, comme le dit Édouard Glissant. N'est-ce pas? Il ne faut pas nier aux autres le droit à l'opacité. Alors, quand on veut connaître l'autre, comprendre l'autre, très souvent, on est incapable de considérer toute la complexité et le droit à l'opacité. C'est ça. Et pour finir, une phrase de Glissant que j'aime beaucoup. Glissant dit que l'errance, c'est l'appétit du monde. N'est-ce pas? L'appétit, les désirs. Enfin, on a la faim de connaître, la faim de découvrir. Mais quand on dévore l'autre, pas de façon créative, mais quand on dévore l'autre pour le réduire à ce que nous voulons qu'il soit, alors c'est vraiment de la pure perte. Merci. Je suis tout à fait d'accord. Le Brésil est l'un des pays qui a le plus souffert de cette réduction exotique. L'immobilisation dans un espace, mais vraiment atemporel. Et je songeais à en vous écoutant, à cette formule, je crois, on prête au général de Gaulle, le Brésil est un pays d'avenir et qu'il restera longtemps. Oui, c'est terrible. Hein? Oui, terrible. C'est de l'humour. Oui. Et on dit très souvent au Brésil que De Gaulle aurait dit que le Brésil n'est pas un pays sérieux. Et là, je me révolte parce que nous travaillons beaucoup. Hein. Nous avons une vie très difficile. Vous avez ici 2 exemples
des gens de différentes générations, n'est-ce pas? Quelqu'un qui débute et quelqu'un qui peut déjà prendre sa retraite, qui ne veut pas. Et alors, on travaille vraiment sérieusement et beaucoup. Moi, j'avais juste une question à propos de ce que vous avez dit sur l'absence de lien entre la littérature et le tourisme, même si c'était... Enfin, vous n'avez pas vraiment eu le temps de développer ça, mais il me semble que la littérature porte quand même la trace de cette conception du touriste à partir du moment où il y a eu un tourisme de masse, du tourisme qui veut toujours... qui veut bien être touriste à condition d'être le seul touriste. Enfin, je trouve qu'au contraire, il y a une très forte continuité entre cette forme de droit à l'exclusivité du regard sur le pays découvert qu'on peut trouver dans les récits du 19e ou même un peu avant, et ensuite, étonnamment, malgré le développement du tourisme de masse et dans ses versions les plus récentes, toujours cette espèce de réflexe de vouloir immédiatement abattre tout le reste des touristes à partir du moment où soi-même on l'est. Bon, voilà, c'était juste une remarque en fait. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai dû sauter un passage. Mais effectivement, il y a un lien entre tourisme et littérature. Alors là, c'est indéniable. Il suffit de voir d'ailleurs à quel point la littérature joue un rôle désormais comme argument touristique pour la visite des grandes villes du monde. Vous avez un parcours Joyce à Dublin, un parcours Proust à Paris, un parcours Cervantes en Espagne, etc., etc. Donc la littérature est un excellent argument pour le tourisme. Et en plus, on peut étudier, comme je le disais, la généalogie des mythes touristiques, parce que les agences de voyage n'ont pas inventé l'institution des Caraïbes en paradis terrestre. C'est la littérature bien avant qui a fait cela. Et ensuite, les agences de voyage ont récupéré ces mythes pour les assigner aux Caraïbes. Donc oui, il y a un lien très profond entre les deux. Oui, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que c'était peut-être par rapport à la notion d'exotisme, c'est que je pense que la position, que ce soit celle du voyageur lettré ou du touriste, pas forcément lettré, qui à un moment donné revendique le fait d'être le seul face à la réalité qu'il découvre, à mon avis, renverse complètement l'idée d'exotisme en idée au contraire d'ésotérisme, c'est-à-dire que ce qui fascine tout à coup n'est plus le caractère exotique, mais le fait de pouvoir rentrer dans une réalité depuis l'intérieur et d'être le seul à y avoir accès. Oui. Enfin bon, bref. Oui, c'est d'ailleurs l'un des grands thèmes du livre de Jean-Didier Urbain, L'idiot du voyage. La figure du touriste se constitue contre la figure du voyageur comme pur révélateur et seul révélateur de l'irréductibilité d'une culture. Et c'est à partir du moment où le voyageur ne peut plus prétendre être le seul découvreur que se constitue la figure négative du touriste qui prolifère jusqu'à nos jours dans la littérature, dans certains récits comme David Lodge, Jamaica Kincaid, Chez et Houellebecq beaucoup aussi, d'autres. hein. Oui, alors oui, plateforme, c'est... Et là, c'est plutôt les auteurs de Guide du Routard qui sont... Oui, absolument. Ça ne va pas être une question non plus, mais une réflexion sur l'exposé de Ninon Chavose. Je me suis dit, c'est vraiment le propos était lumineux et on peut vraiment faire une extension à partir de ce cas-là sur une façon de voir à la fois ce qui s'est passé dans la littérature en Afrique, comment ça s'est opéré, cette façon de se dégager d'une littérature coloniale et puis et peut-être sur une théorisation des storytelling et des contre-récits. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec la façon dont je vous ai entendu, mais l'idée que le storytelling, comme tel que Salmon le décrit, c'est raconter une énonciation, d'une façon ou d'une autre, on va raconter une énonciation, et la stratégie de résistance, là, tel que l'engage, enfin ce texte, je ne sais pas si Azoumé lui-même est le texte, c'est libérer des énoncés. Et ça marcherait sur beaucoup de... On pourrait vraiment lire beaucoup de textes alors décoloniaux de ce point de vue-là, c'est-à-dire le combat pour libérer des énoncés qui ne soient pas récupérables par le récit d'une énonciation, et avec beaucoup de... La question des slogans, beaucoup d'entrées qui seraient possibles, qui fait qu'on a pu quelquefois prendre ces littératures comme des littératures justement du slogan un peu dogmatique, etc. Mais c'est libérer des énoncés et leur laisser la charge d'avoir leur puissance d'intervention, et puis d'une certaine façon, alors on enterre l'énonciatrice, on la fait mourir, il y a là disons une théorisation possible qui pourrait être
très opératoire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le discours préfacial, justement, mentionne, on a l'impression qu'ils sentent qu'il y a quelque chose autour, notamment de la longueur de certains passages, de la longueur de certaines litanies. C'est mentionné, mais c'est balayé aussitôt. C'est mentionné au détour d'une phrase, et ensuite on dit, oui, c'est une marque de l'esprit local, et on ne s'aventure pas plus dans la question. Je vous remercie tous les deux pour vos communications. Alors, je ne vais pas reprendre la question du tourisme parce que je pensais également à cela aussi en écoutant Jean-Marc tout à l'heure sur le passage justement de la puissance du voyageur qui fait l'écrit et l'impuissance du touriste qui ne fait pas d'écrit. Et je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là dans ton propos et je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et si on fait la généalogie, il faudrait remonter à Ségalène, mais c'est pas. Je pense que tu l'as bien fait dans tes essais. Je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, je voudrais merci à Ninon Chavose, mais bon, puisque vous parlez de choses qu'on connaît tous les deux depuis quelque temps maintenant, je voudrais juste, en vous remerciant de votre propos, soulever un point à propos des bas-reliefs et de l'écriture. Alors, depuis ce matin, je crois que vous avez dû suivre que ma réflexion consiste à dire qu'il y a peut-être chez les dominés des dominants et qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de faire la grande opposition entre les grands dominés et les grands dominants. S'agissant précisément du Bénin, enfin du Dahomey, et s'agissant bien sûr, n'est-ce pas, de Paul Azoumé, il me semble qu'on est là typiquement dans le cas où on pourrait s'intéresser à cette situation du dominant chez les dominés et des dominés chez les dominés. Je m'explique. Le bas-relief dont vous parlez tout à l'heure, c'est une manière dominante dans la société du Dahomey de pouvoir justement tenir discours. Quand on tient discours, on fait des bas-reliefs ou alors on fait des ndjignamé. Alors les ndjignamé, vous le savez très bien, c'est la manière par laquelle on sculpte en fait des paroles sur les édifices. Alors contre cette domination qui est une domination locale, il y a peut-être un autre type de storytelling qui se met en place et qui là emprunte peut-être à la langue française, à une autre graphie, qui est effectivement la graphie latine, pour pouvoir tenir discours. Et en vous écoutant, j'étais en train de me dire que ce n'est peut-être pas un hasard si ce discours est un discours de chrétien, d'où le Père au pied, d'où effectivement Azoumé, catholique devant l'Éternel comme chacun sait, et qui d'une certaine façon va emprunter à cette autre tradition, qui est une tradition de domination ailleurs, pour pouvoir justement parler en tant que dominé dans ce monde qui est un monde local. Et est-ce qu'il n'y a pas là une autre manière de voir un peu le jeu qui s'établit entre les langages de dominés et de dominants en situation locale? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de réappropriation de cet art royal, qui est donc effectivement un art de dominer, dans aussi sa transcription en langue française, la transcription des images en langue française. Donc je pense qu'il y a d'une part cet aspect-là, et ensuite je pense que c'est très vrai à propos de Paul Azoumé de parler de ce problème de dominer dans une dominé, enfin des différentes échelles de domination, parce que j'ai dit brièvement, j'ai pas eu le temps de développer, que Paul Azoumé s'identifie à la figure potentiellement christique, je sais pas, il faudrait explorer de Dogissimi. Il s'identifie dans la mesure où il dit, voilà, Dogissimi c'est quelqu'un qu'on a condamné, non pas parce qu'elle avait quelques défauts que ce soit, mais parce qu'elle était exemplaire, parce qu'elle se distinguait, elle s'élevait en quelque sorte au-dessus de la masse, et au Dahomey, on a cette habitude, à chaque fois que quelqu'un s'élève, de lui taper dessus. Et on sent vraiment, c'est un argument qui revient à au moins 3 reprises, je crois, dans le roman, et surtout dans l'épilogue, on sent qu'il y a là une forme d'identification. En quelque sorte, cette figure de Dogissimi devient paradoxalement, anachroniquement, une figure dans laquelle se projette l'assimilé. Donc je pense qu'il y a effectivement tout ça dedans. Je me demande si ce n'était pas effectivement le sens des propos de Georges Hardy, justement. Oui, c'est possible. Bon, je vais essayer de jeter le pavé dans la mare de manière subtile, mais du coup, pour lancer un peu le débat sur la question du storytelling, une question à Jean-Marc Moura, est-ce que du coup, tu considérerais peut-être que la notion de storytelling telle que théorisée par Salmon n'a en fait aucun intérêt dans un contexte postcolonial? Posé de manière provocante. Mais c'est difficile. Et pour moi, vraiment, le concept de storytelling est extrêmement flou. Et ce que je ne pense pas que le contexte de postcolonial
change quoi que ce soit. Il me semble plutôt que ce contre quoi je voulais réagir, c'était dans l'appel le fait d'opposer fiction littéraire et storytelling. Je pense que ça ne va pas. La fiction littéraire est déjà, dans le cas de l'exotisme, un programme narratif et symbolique pour les cultures étrangères. Et donc, en ce sens-là, c'est un storytelling avant la lettre. Ou alors, le concept est tellement flou, le concept de storytelling devient tellement flou qu'à ce moment-là, on peut s'en passer. Mais s'il s'agit de désigner simplement par storytelling l'usage qu'ont fait des politiciens américains et leurs conseillers au moment des élections à partir des années 90, là, je suis d'accord pour utiliser le storytelling. Sinon, bon, la littérature depuis longtemps, et la littérature exotique notamment, s'intéresse à des assignations genrées, identitaires, politiques, économiques, culturelles, qui sont l'apanage de ce qu'on appelle le storytelling dans les années 90 aux États-Unis. Voilà. Alors j'aurais une petite question à Monsieur Moura. En fait, vous avez parlé de l'exotisme, enfin d'une particularité de l'exotisme en tant qu'exploration de l'intime. Alors pensez-vous que la littérature, que certaines littératures contemporaines, on va dire francophones, qui développent les thématiques de l'identité, de la relation, des relations identitaires, de l'identité en devenir, est-ce que le fait pour certains auteurs de revenir sur, j'aime pas le mot origine, mais de faire ce va-et-vient avec le pays d'origine et l'autre pays, donc est-ce que ça relève de l'exotisme, de l'intime? Merci pour votre question. Si vous parlez de littérature francophone, je pense que nous avons intérêt à distinguer les littératures exotiques européennes, donc qui parlent de l'ailleurs, et des littératures francophones qui concernent des auteurs qui parlent de leur propre région ou de leur propre pays. En ce sens-là, si on parle de littérature francophone, on peut à la rigueur parler d'exotisme inversé, c'est-à-dire tel auteur francophone vient en France et se met dans la peau d'un observateur et définit un exotisme qui est l'exotisme de la France pour lui. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de littérature exotique à propos de littérature francophone. Il faut parler de dialogue entre la littérature exotique française, allemande, anglaise, espagnole, portugaise et les littératures francophones. À ce moment-là, oui. Et certains auteurs francophones cultivent les stéréotypes de la littérature exotique, soit pour les contester, soit parce que c'est également, ça produit généralement un succès commercial. Mais je pense par exemple le jeu d'un Tar Benjeloun ou d'un Amin Maalouf avec les clichés orientalistes est typique d'une reprise par un auteur francophone de clichés exotiques français ou européens. Pareil pour Chamoiseau, le jeu avec les clichés des Français sur les Caraïbes, c'est un jeu avec la littérature exotique. Mais je pense qu'on a quand même intérêt à distinguer entre littérature exotique européenne et littérature francophone, anglophone, hispanophone, etc.